J'ai envie de parler d'adolescence. On est là pour parler des ados, des parents d'ados. Pour moi, je dirais que c'est une zone d'expérimentation. Dans ma pratique artistique, la découverte du clown, ça a été un certain rapport au présent, une certaine façon de se rendre disponible. Est-ce qu'il y a des choses plus particulières que vous avez repérées, entendues? Dans les récoltes, Oui. ouais, c'est vrai que là, sur le sujet de la honte, nous, dès le début, assez vite, on a senti que ça résonnait très fort avec la question de l'adolescence. Quand j'étais ado, genre 6e, 5e, je sais plus trop, je suis allée en colo poney. Je ne voulais pas y aller, mes parents m'ont obligée à y aller et je comprends. Et une copine que je m'étais fait sur place m'a proposé pour la boum de fin de colo de me prêter une brassière. J'étais toute contente de porter ça et j'ai appelé ma mère pour lui dire et j'étais toute contente d'avoir ça. Bonjour à tous, on est ensemble pour un épisode des Portes qui claquent. Et je vous propose de rencontrer Élise et Léa. Bonjour Élise, bonjour Léa. Bonjour Vanessa. Bonjour Élise. Bonjour Léa. Alors je sais que vous avez l'habitude de travailler ensemble et on va découvrir votre parcours, ce qui vous amène ici. Et je suis très très contente et ravie de vous recevoir. Je sais que vous avez une actualité dont j'ai envie de parler. Et pour commencer, comment est-ce que vous décrivez votre métier? Est-ce que vous avez le même déjà? On a plus ou moins le même métier. Étant comédienne, voilà, même si on n'a pas les activités ne sont pas 100% pareilles, mais quand même ça se rejoint beaucoup, notamment par ce spectacle. Et tu as demandé comment on décrit ce métier. Oui. Moi, je dirais que c'est une chance de faire ce métier. Et en plus d'être comédienne, on est aussi clown. Et c'est un peu la même chose. Sans rentrer dans le détail de ce qu'est le clown. Et donc, on a quand même un métier assez proche, puisqu'on a deux choses qu'on fait toutes les deux. Donc, le spectacle autour de la honte, donc un spectacle sur la honte qui a été écrit à partir des témoignages qu'on a récoltés. Et on travaille aussi avec le rire médecin, donc on est clown à l'hôpital, qui est comme un métier particulier et qu'on exerce toutes les deux aussi. Waouh! J'ai envie de parler d'adolescence. On est là pour parler des ados, des parents d'ados, et on va revenir gentiment sur ce que c'est pour vous l'adolescence. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer, mais comment est-ce que vous pouvez définir cette période? Pour moi, je dirais que c'est une zone d'expérimentation. J'ai un souvenir d'un espace-temps de chantier. Un chantier mental, un chantier physique. J'ai souvenir de me dire que même les plus jolies filles que je connaissais étaient elles-mêmes physiquement en chantier. Et du coup, je me suis dit, oui, on y passe toutes et tous. Hein. Personne n'y échappe. Ouais, j'ai souvenir d'un chantier. J'ai pas souvenir de réponse. J'ai pas le souvenir d'avoir appris des choses. C'est après que j'ai compris des trucs. Mais sur le moment, c'est juste un boulevard. Voilà. Mais j'en ai un très bon souvenir de mon adolescence. J'entends un chantier, je revois ça vient de faire écho avec, vous savez, les appareils dentaires. Alors, je ne sais pas si tu parlais de ça. Oui, ça, d'avoir l'impression que tout le monde a un visage de Picasso, quoi. Oui. Les choses se mettent en place, se déplacent et se remettent en place pour du mieux, hein, mais il faut y croire sur le moment que ça va aller mieux. Mais me vient, moi, quand j'entends ça, c'est que il y a une première approche qui est que tu rencontres tes propres désirs, finalement, à ce moment-là. Et pour toi, le théâtre, ça arrivait quand? Quand j'étais en fin de primaire, il me semble, CM2, et puis l'impro en 6e. Et après, j'ai continué l'impro et j'ai pas arrêté. Théâtre et impro en même temps. Et la danse aussi. J'étais dans une classe danse au collège. Et ça, c'était très formateur et c'était aussi c'était la ressource, la danse et le théâtre, parce que c'est ça qui faisait que tu faisais partie d'un groupe, d'une bande de copains-copines, que tu faisais un truc le mercredi après-midi. Et c'était génial. De la danse contemporaine, quand tu es au collège ou au lycée, tu fais des trucs chelous, tu as des costumes chelous. Ça te donne une ouverture d'esprit et d'aller voir des spectacles de danse contemporaine. Ouais, c'était quand même assez... C'était riche, c'était une chance, ça aussi, quand même, quoi, de faire ça. Et ouais, de faire partie d'une bande. Je sais qu'il y a des gens qui ont un très mauvais souvenir du collège et du lycée, surtout du collège. Moi, j'en ai un super souvenir parce qu'on avait une bande de potes
le lycée, c'était moins simple parce que les cours prenaient beaucoup de place, donc on avait moins le temps pour les copains-copines. Et moi, j'ai un souvenir, et c'est toujours des amis aujourd'hui, quoi. Ça aide, le groupe. L'autre. Bon, magnifique. J'étais en train de penser à cette notion d'isolement, de copains. C'est un moment où effectivement le rapport à l'autre est différent. On sort de la petite cellule familiale et des parents hyper puissants pour devenir un peu plus ouverts à ce que nos pères, PAIRS, ressentent, veulent, et on veut une autre place. On cherche sa place parfois, ou parfois on la trouve bien malgré soi. Et quand j'entends ça, je me dis, tiens, finalement, je vais peut-être aller dans le détail, parce que Léa, toi, tu viens de nous parler de danse contemporaine, d'impro et de théâtre. Et puis, toi, tu nous as parlé aussi, Élise, de théâtre et de clown. Ouais. Alors, moi, je me dis, finalement, est-ce que vous faites une différence entre l'impro, le clown, le théâtre? Et comment est-ce que vous en parlez, du coup? Il y a des différences de pratique, comme si on faisait du piano ou du saxophone ou du violon. Donc, c'est 3 instruments différents. Donc, il y a des spécificités à chaque discipline. Mais après, effectivement, pour moi, c'est un peu la même chose. Dans le détail. Le détail m'intéresse dans la pratique. Donc, je trouve qu'il y a des choses différentes. Et après, on peut devenir obsessionnel sur décrire les différences. Mais je pense que là, c'est pas ce qui nous intéresse. Là. Et ce qui est en commun, c'est aussi un certain rapport... si je parle en tout cas du clown, parce que moi dans ma pratique artistique, la découverte du clown, ça a été... Je l'ai découvert assez tard, j'ai commencé à pratiquer ça plus tard. Mais ce qui m'a attirée, c'est que j'ai l'impression que justement, c'était un peu le cœur de ce que je recherchais dans la pratique artistique. C'est-à-dire un certain rapport au présent, une certaine façon de se rendre disponible sur scène. Et un rapport à l'autre, donc un rapport au public qui est très spécifique au clown, mais qui en fait parle, pour moi, je pense que... du théâtre, peut-être de la danse, je ne sais pas. Et c'est un certain rapport à soi aussi. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais c'est un état augmenté de l'être, quoi. C'est que pour aller sur scène, ça nécessite une certaine qualité de présence, de relation à l'autre, d'écoute de l'autre, et puis d'ouverture, parce que tout va être possible. Tout ce qui... on a prévu quelque chose, ou pas d'ailleurs dans l'impro quand rien n'est prévu. Donc on va se rendre disponible pour que quelque chose arrive, avec toujours cette espérance et cette quête que quelque chose de magique, merveilleux, unique va se passer. Et ça, voilà, pour moi c'est tellement important que je continue à faire ça en fait, plusieurs fois par semaine. Parce que c'est ce qui se passe à l'hôpital, c'est ce qui se passe dans les spectacles. Voilà. Donc c'est une façon d'être en relation à l'autre aussi, qui est très spécifique. Et la pratique artistique permet justement de se débarrasser des codes sociaux pour vraiment être en lien avec l'autre de façon presque primitive, en fait. Voilà. Sans justement tous les codes sociaux qui arrivent à l'adolescence, donc on se prend en pleine face et qu'on ne sait pas comment se positionner face à l'autre, face à soi. Là, sur scène, c'est autre chose. Moi, ce qui me touche énormément dans le travail que j'ai vu autour de votre spectacle, et ce qui m'intéresse aussi, et dont j'ai envie de parler, c'est un certain rapport à la vérité, un certain rapport à l'humour, un certain rapport au corps aussi. Et je trouve que tout ce cocktail-là crée un plus d'amour. Donc quand je t'entends parler d'être augmenté, ça résonne avec ça. Et je me dis, tiens, comment est-ce qu'on en arrive à dépasser qui l'on est pour offrir ça ? Ça, c'est vraiment la qualité, je trouve, de votre métier et de votre présence aussi sur scène. J'avais aussi envie d'en parler en termes d'adolescence, parce que je crois bien que quelque chose d'intime se révèle sur scène, que vous avez dû travailler d'une manière ou d'une autre. Et à propos de ce spectacle, simplement, comment est-ce que vous avez travaillé ça ? Vous avez parlé de récolte de témoignages ? La genèse du spectacle, c'est notre rencontre dans cette formation clown, le Samovar, une formation professionnelle, donc qui forme
des gens à être clown professionnel, parce que c'est un métier. On s'est rencontrés là, on s'est aimés, on est devenus amis et on s'est raconté des choses en tant qu'amis. On a eu envie de travailler ensemble parce qu'on aimait notre façon de jouer, nos façons de jouer respectives. Et puis le sujet de la honte est venu un peu par hasard parce qu'on est tombé sur une vidéo Ina qui parlait de honte. Et bref, tout ça mélangé a fait qu'on a eu envie de créer un spectacle sur le sentiment de honte. Et très rapidement, la forme de récolte est venue. Comment est-ce qu'on pourrait commencer à écrire ? Et on a eu envie de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est quoi leur récit de honte, c'est quoi leur souvenir de honte, en se disant que personne ne voudrait raconter ça. Et en fait, si, étonnamment, les gens ont eu envie d'en parler. Et ça vient de là. Je sais plus, c'était quoi la question ? Écoute, on y est encore. Moi, je disais, c'était quoi le processus de création, en fait ? Et puis, par rapport à la question de l'autre, c'était aussi un de nos désirs forts dès le début du projet, c'était d'associer justement l'autre, donc le futur public ou des gens, au processus de création. C'est-à-dire que ça puisse, dès le début, la chose naît de notre relation à nous deux, de nous deux, mais qu'on puisse inviter en fait, des gens dans le processus de création dès le départ. Donc on a lancé des appels à témoignages et des gens sont venus raconter, on a imaginé un protocole de récolte, un peu justement au départ très sérieux puisqu'on l'a testé, mais au fur et à mesure on l'a récolté en personnage. Donc on a créé de cette récolte une sorte de performance qu'on a testée dans des festivals, dans plein de circonstances. Mais toujours avec une relation... les gens qui ont témoigné, pour nous, sont hyper importants, en tout cas, dans le processus de création. Après, on a transformé ces récits. Il y a des récits qu'on raconte tels quels, mais ça a été après de l'inspiration, on a transformé, Après, tu te questionnes sur qu'est-ce qui fait théâtre là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant au plateau, qu'est-ce qui fait spectacle, que ce soit pas une succession de récits de honte, et juste aussi de pas reprendre les récits de certaines personnes, d'arriver au plateau avec et de faire notre beurre dessus, c'est pas tant l'intérêt, mais qu'est-ce qui fait théâtre là-dedans, quoi. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été interpellée personnellement et collectivement. J'étais dans le public et je me suis dit, tiens, il y a une forme d'invitation, est-ce que j'y vais pas, et d'être comme ça... à me demander ce que j'allais faire ou ce que je pouvais faire, c'était un moment très saisissant et j'ai trouvé particulièrement pertinent sur à la fois la question de la honte et au sens un peu plus large, c'est comment on est invité à vivre et comment on intervient dans tout ce qui nous est proposé. C'est-à-dire comment je réponds à ce qui m'est proposé. Et j'ai adoré ça, vraiment j'ai adoré ça. Et du coup, évidemment, il y a un catalogue de honte, on peut dire ça comme ça, mais si on va plutôt du côté de l'adolescence, est-ce qu'il y a des choses plus particulières que vous avez repérées, entendues ? Dans les récoltes ? Oui. Ouais, c'est vrai que là, sur le sujet de la honte, nous, dès le début, assez vite, on a senti que ça résonnait très fort avec la question de l'adolescence, la honte, puisque déjà, la honte, c'est toute la question du regard de l'autre. Donc, c'est une question très importante au niveau adolescent. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Comment je me construis dans le regard de l'autre ? Et sur la question du corps. Puisqu'en fait, on a constaté à quel point c'était fou. Tout ce qu'on a récolté, la plupart des récoltes parlent du corps. On a des cahiers qui sont classés par catégorie de honte. Donc il y a tout ce qui est honte morale, j'ai pas bien agi, etc. Il y a les regrets, etc. Mais il y a énormément ce qu'on appelle le gros lot de la honte. Les pipis, les cacas, les chutes, les rots, la nudité, la sexualité, tout ce qui a rapport au corps. Et donc derrière la côté blagounette, c'est marrant de se raconter des histoires de pipi caca, mais vraiment on en a une collection énorme. On s'est assez vite aperçu que, d'ailleurs c'était un problème presque dans l'écriture, parce que en fait nous on s'aperçoit que à travers cette question du corps, donc qui est défaillant, la tache sur le pantalon blanc, de ce corps défaillant est quelque chose de très profond qui s'exprime. Et c'est pas, alors nous sur scène on peut en rire, mais c'est pas... Pour nous, c'est pas quelque chose de superficiel de rire du pipi, du caca, etc. Parce que même si on en réduit, on n'en a pas mis autant. C'est-à-dire que dans le spectacle, il y en a vraiment beaucoup moins proportionnellement par rapport à ce qu'on a récolté. D'accord. Parce que c'est complètement central. Puis c'est vraiment ce corps, quel est notre... comment on accepte d'être un corps aussi qui va vieillir et qui déconne, qui peut être malade, qui peut avoir des handicaps, qui peut... voilà. Et bref, en tout cas, moi, la question du corps, elle est entre la honte et le... Ça, c'était une passerelle
très, très importante, quoi. Moi, ça me fait résonner avec la notion de puberté. C'est vrai que être adolescent, c'est le moment où on passe d'un corps enfant à un corps adulte. Et ce passage-là par la puberté, c'est aussi un passage qui nous échappe complètement. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi on se met à sentir de cette manière-là, en termes d'odeur. On ne sait pas pourquoi les cheveux, les poils, ça arrive sur des zones complètement différentes. Et puis, il y a les masses de graisse, enfin, les masses de poids qui se posent un peu partout dans le corps, qui sont vraiment étonnantes. Et je sais avoir entendu aussi comment on cherche à grandir ou à rapetisser, à être comme les autres, à être un peu différent, et que certaines parties grossissent et d'autres pas. Enfin, on commence à désirer, comme ça, sculpter un petit peu son corps par rapport au regard de l'autre, comme tu dis, mais aussi par rapport à quelque chose qui, finalement, s'organise sans nous. Et je pense qu'au moment de la grossesse, c'est un peu comme ça. Au moment où le corps du bébé se crée dans le corps de la femme sans qu'on n'en sache rien. Et le moment de l'adolescence où le corps de l'enfant se transforme sans que, finalement, on le décide tout à fait ou qu'on le contrôle tout à fait. Et la ménopause aussi, après. Et la ménopause au moment de fin de période de fertilité. Et effectivement, sont des périodes. Ouais. On a du mal à les préciser en termes d'âge particulier, mais on est comme ça dans des processus où les choses se construisent, se défendent différemment. Ouais. Et alors, vous avez mis vos hontes à vous aussi? Oui, un petit peu. Bah, il fallait bien qu'on se mouille. Hein. Bah oui. Mais j'y ai repensé, mais dans la... Encore une fois, ce spectacle vient de notre relation, mais en fait, ça a aussi commencé comme ça. C'est-à-dire qu'avant même de parler de la honte, avant même de parler des récoltes, avant même de parler de créer un spectacle ensemble, encore une fois, en tant qu'amis, on s'est raconté des choses plus ou moins drôles. Donc, je veux dire, les récoltes, elles ont commencé bien avant la genèse du spectacle, bien avant le début du spectacle. Et oui, dedans, il y en a certaines qui nous appartiennent, certaines qu'on n'a pas mises parce que, encore une fois, qu'est-ce qui fait théâtre là-dedans? C'est-à-dire que c'est... alors là, pour le coup, ça paraît un peu commercial que de dire ça, mais il y a certaines hontes qui sont plus catchy que d'autres, plus littéraires que d'autres, certaines qui nécessitent un récit trop long, un contexte trop long à raconter pour que ça soit intéressant dans le spectacle. Et aussi, bah, voilà, comme tu as dit, éviter de dire que des hontes de pipi caca. Mais dedans, oui, il y a les nôtres. Voilà. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est... je ne vais pas aller de ce côté-là. Je vais revenir. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on trouve des ressources là-dedans? Qu'est-ce qui permet de dépasser la honte? Parce que c'est là aussi, moi je vois bien dans les récits qui me sont faits, dans les temps de cabinet, que la question de la porte ouverte, la porte fermée, de est-ce que je me prends en photo, comment je suis pris en photo, quel regard on pose sur moi. C'est Winnicott qui dit que le temps, c'est ce qui permet de passer l'adolescence. Et il donne ce conseil-là aux parents de finalement survivre à cette période. Vous, qu'est-ce que vous avez identifié, peut-être dans votre vie personnelle et puis autour de vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme levier, ressources qui permettent de traverser la honte? Comment on se relève d'une chute, quoi, en vrai? Alors, moi, je n'ai pas la réponse à cette question, déjà. J'ai des éléments intimes qui peuvent raconter des choses. Je peux raconter comment... mais j'ai pas de réponse, malheureusement, universelle à comment sortir de la honte. Et puis, je pense qu'il y a bien des hontes différentes et qu'il arrive des choses aussi différentes. Mais là, c'est là où je reparlerai du clown, en tout cas. C'est-à-dire que la pratique du... Qu'est-ce que c'est le clown? Encore une fois, je ne vais pas donner une définition, parce qu'il y en a what mille, mais en tout cas, cet être-là du clown, c'est quand même celui qui est en dessous. C'est celui qui est humilié, c'est celui qui est inadapté, c'est l'imposteur. Et donc, quand on s'engage, en tout cas dans ce travail-là, dans cette recherche-là clownesque, il est question de regarder en face son propre ridicule. Je peux raconter une anecdote parce que j'en ai une. Ah oui. On était au savoir, justement. Donc, un des premiers trucs du clown, c'est comment faire rire. Même si le rire n'est peut-être pas une fin en soi, mais ça a quand même un attendu. C'est peut-être pour aller ailleurs, mais voilà. Donc, on avait typiquement des exercices où on rentre sur scène, fais-moi rire, et donc tu dois faire rire. Donc, vous imaginez le nombre de bites qu'on se prend avant de réussir à faire rire. Oui. Bon. Ça va. C'est vrai que là, ça se passe assez pour elle, mais pas pour moi.
Et donc, je me souviens on faisait des cours publics. Donc, là, il y avait le prof qui nous guidait et puis il y avait le public qui nous regardait. Et là, je rentre et les gens rient. Et donc, je rentre pour faire quelque chose sur scène. Les gens rient. Puis, je commence à faire cette chose sur scène que j'avais prévu de faire. Je devais réciter un poème. Et les gens s'arrêtent de rire. Et donc, plus j'essayais, moi, de faire ce que j'avais prévu, plus ça s'arrêtait. Et parfois, je faisais rien, les gens riaient. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi ils riaient. Le prof, visiblement, il alimentait le truc en me posant des questions. Donc, voilà. Et je n'arrivais pas. On était filmés. J'ai regardé la vidéo, je pense, 20 fois. Pour essayer de comprendre de quoi les gens riaient. Jusqu'à ce que... on m'aide. La personne d'ailleurs qui nous accompagne à la mise en scène m'a donné quelques éléments. On la salue, merci Lucie Vallon. Et en fait, les gens riaient du fait que j'étais vexée. Et en plus, je le mettais quand même en jeu. C'est-à-dire que j'avais conscience que je mettais en jeu le fait que j'étais vexée. Donc j'étais quand même conscient à cet endroit-là, puisque je donnais un corps à cet état de vexitude, etc. Mais en fait, ce qui les faisait marrer, ils n'avaient rien à faire. Que je raconte un poème, tout le monde s'en fout. Enfin, on s'en fout, mais sur scène, c'est un peu... Parfois, on s'en fout du texte. Qu'est-ce qu'on veut? Les gens rient du fait que j'étais vexée. Mais moi, c'est vexant, en fait, que les gens rient du fait que je suis vexée. Et donc, le travail du clown, c'est beaucoup ça aussi. C'est accepter de rencontrer son propre ridicule, l'accepter pleinement, et après jouer avec toutes les stratégies que tu mets en place pour nier ta honte, la nier auprès de toi-même, être complètement dans le déni, ou bien auprès des autres. Non, bien sûr que je n'ai pas eu honte de ça, bien sûr que je n'ai pas fait cette erreur. Et la prétention, c'est aussi une super piste pour le clown, de nier devant tout le monde, alors que tout le monde sait que tu as fait une erreur, que tu as chuté quelque part. Enfin, en tout cas, pour moi, le clown a été... je rejoins complètement ce que dit Élise, et ça a été pour moi aussi un virage dans mon parcours professionnel, mais aussi en tant que femme, je pense, dans mon parcours personnel, professionnel, et personnel en tant que femme, de réappropriation du corps, de décider quand est-ce que je me faisais humilier ou pas, en fait, d'arriver sur un plateau, et mon job ici et maintenant, c'est d'être la dernière de la classe, la dernière de ce plateau, la dernière de tout ce public. Je suis la plus nulle, la plus moche, mon corps est le moins bien en place, mon costume, enfin mes vêtements d'aujourd'hui, je suis la moins bien habillée de tout. Et c'est mon job aujourd'hui d'être la dernière. C'est l'inverse de ce qu'on me demande depuis que je suis petite. Exact. Alors que pourtant j'ai gardé plutôt dans une famille où c'était plutôt... j'avais pas spécialement de code plus que dans la moyenne d'être telle fille, telle bien rangée, bien coiffée, bien peignée, machin. Mais quand même, en tant que femme, on est pleine d'injonctions. Et comment le clown permet d'être sale, moche, bête, de rire autrement, de te comporter autrement, de complètement dépasser les codes sociaux. Et en plus, je vais gagner du pognon avec ça. Et alors ça a été vraiment quelque chose pour moi de fondateur. Et ce spectacle de la honte vient de ça aussi. Et de le faire ensemble, parce qu'encore une fois, oui, on met nos hontes au plateau, nos faiblesses au plateau, oui, on joue avec ça, mais on le fait à deux. Je sais avec qui je le fais, avec Élise en tant que comédienne qui va assurer théâtralement, etc. Mais en termes de valeur aussi, comment on se donne la main chaque soir pour aller raconter nos hontes, rendre hommage à celles qu'on nous a racontées et porter ça. Et c'est aussi réparer quelque chose de l'adolescente que j'étais, parce que moi je me souviens de quand j'ai commencé le clown et qu'il fallait chercher des costumes et qu'en fait il y avait plein de choses qui m'allaient, parce qu'en fait si tu regardes bien, je corresponds quand même assez au canon de beauté finalement. Coucou. Mais en fait, oui, t'es grande et assez et plutôt mince ou je sais pas quoi. Donc je rougis en le disant. Mais n'empêche que en fait tu corresponds à quelques trucs. Et donc pour la première fois de ta vie, tu rentres dans des cases, etc. Ah bon, d'accord. Et en même temps, non, t'es pas parfaite, t'es pas vraiment mannequin, t'es pas tout ça, et t'as quand même des défauts. Et par exemple, mes grands bras ou mes grandes jambes, et je salue ma mère qui a galéré à faire du shopping avec moi quand j'étais ado, parce que rien ne m'allait, je ne rentrais dans rien en étant grande. Mais là, mes grands bras sont devenus une force, parce que d'avoir des grands bras d'orang-outan, pour le clown, c'est formidable. D'avoir des jambes un peu trop longues, pour le clown, c'est formidable. Et donc, ça vient consoler quelque part aussi. De faire du clown, ça vient consoler les ados qu'on était, je pense. Et de convoquer un public après avec tout ça, quoi. C'est-à-dire, nous, ce qu'on dit, c'est, avec ce spectacle, c'est d'essayer de faire de ce sentiment qui isole, parce que la honte, c'est quand même la chose dont tu parles pas, puisque c'est ce qui t'exclut du groupe. Donc, au départ, c'est plutôt un sentiment qui isole, un sentiment qui unit, par la mise en partage
autour du spectacle, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très beau, vraiment. C'est-à-dire que ces espaces-là où, a priori, on va le garder pour soi, peut-être on va l'écrire dans son journal intime, peut-être on va le dire à sa meilleure amie et encore, il y a quand même une liste de choses qu'on n'a jamais dites. Là, c'est un temps où toute une salle écoute ce que tout le monde n'a pas dit. Et ça, je trouvais que ce spectacle-là, pour cette rencontre-là, particulièrement juste. Ce qui résonne avec ce que vous dites, c'est combien l'amitié à l'adolescence est fondamentale. Ouais. Ouais, hein. Ben, la honte, c'est être isolé. C'est le but de la honte, c'est de t'isoler du groupe. Pendant un temps, parce que tu as fait ceci, tu as agi comme cela, on t'isole pour te donner une leçon. C'est une menace, la honte. Et c'est aussi un garde-fou. Enfin, encore une fois, on n'a pas la réponse exacte de comment se sortir de la honte, ce que c'est, etc. Mais quand même, pour ne pas avoir honte, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Et quand tu y es exclu du groupe, tu es seul. Alors que l'humain a quand même un instinct grégaire. Il faut faire partie d'eux, surtout à l'adolescence. Et donc, ça t'évite de faire des choses où, malheureusement, quand tu les as faites ou quand on te les a faites, ce qui est encore autre chose, tu gardes le silence, tu te tais. Et en tout cas, moi, ce qui m'a permis d'en sortir, oui, c'est l'amitié, c'est-à-dire d'avoir une certaine éducation, d'avoir des parents suffisamment présents qui nous accompagnaient, à qui on pouvait dire les choses. C'est quand même, encore une fois, une chance énorme. D'avoir des amis et d'avoir aussi, par ces mêmes parents ou par ces mêmes amitiés, d'avoir accès à un savoir, de savoir que la parole est une arme, que de rester dans le silence ne t'aidera pas, même si j'ai mis un certain temps à parler, même si ça a pris un certain temps. Mais en tout cas, parler, aller vers l'autre, te sort du silence, de la solitude, et donc te permet de comprendre ta honte, que tu en sois responsable parfois, ou à l'inverse, pas du tout. Ce que tu disais aussi, Élise, c'est que tu parlais des groupes d'amis, des bandes de potes. Et des amitiés particulières, peut-être ? Ouais, moi j'étais vraiment l'ado à bande. J'avais plein de bandes. Et c'était... en fait, ce truc-là du groupe... Bon, il y a plein de limites et de difficultés dans le groupe, mais on se construit beaucoup aussi. Sur les places, comme dans les familles, sur les places qu'on peut prendre, etc. Mais la force que donne le groupe... toutes les vacances qu'on s'est fait entre potes, les voyages sac à dos, les aventures, et puis on vit tous un peu la même chose, les expériences en fait communes, parce qu'en fait à la fois on fait des expériences, je sais pas, les premières fois où on picole ensemble, les premières fois où voilà, on prend des risques en voyage, mais on le fait ensemble, c'est-à-dire que c'est aussi une façon d'expérimenter pour soi, hein, sa propre liberté, et de le faire aussi en sécurité avec d'autres, avec des... on se recrée, moi je me suis recréée aussi plusieurs familles à plein d'endroits. Et puis, et puis être aimé aussi pour ce qu'on est, découvrir d'autres façons. C'est aussi l'adolescence où on découvre qu'il y a d'autres familles, d'autres façons de faire, d'autres valeurs ou d'autres gens ont grandi différemment. Et voilà ce que ça a donné. Moi, j'adorais aller chez ma meilleure pote, parce que c'était pas du tout la même organisation familiale, par exemple. Et ça me fascinait un peu de voir qu'on pouvait vivre de plein de façons différentes. Donc ça ouvre. Ça ouvre aussi sur qu'est-ce que je vais faire, moi, de ma propre liberté. C'est l'exploration, quoi. Mais ça m'a donné un sentiment de « Waouh, le monde est vaste !» Et « Wouhou !» Avec cette dualité, toujours, de partir, rester par rapport à sa propre famille, par rapport à son propre foyer. Ou dans l'adolescence, des souvenirs que j'ai, c'est à la fois d'avoir envie de partir, de s'émanciper, et à la fois envie de rester relié. Voilà. Ouais, d'avoir une certaine loyauté aussi envers les parents, de respecter certaines règles, de dire que tes parents, de pas critiquer tes parents, de les respecter, voilà, ça me faisait penser à ça. Et de tout ce que tu viens de dire aussi, des voyages et des rencontres et des expérimentations, moi, j'ai souvenir de me marrer aussi, de rire, quoi. Qu'est-ce qu'on se marrait ? Je pense que j'en sais rien, je me dis que c'est aussi ce qu'on cultive là, aujourd'hui, en ayant la chance de faire ce métier-là. C'est que tu te marques, et pas que, parce qu'encore une fois, c'est un métier, c'est plein de galères, et c'est la culture, c'est aussi la galère, etc. Mais qu'est-ce qu'on se marre, quoi. C'est la joie, en fait. C'est vraiment, tu cultives la joie. Que tu cultives ou comment elle t'arrive.
c'est vrai que moi, dans mon expérience, ça a quand même été toujours parce que en lien, enfin, En lien avec parce que l'autre. c'était avec l'autre, Ouais. dans la... Mais dans la même rencontre les troupes de théâtre, en fait. Enfin, on a commencé le théâtre jeune, mais en fait, le théâtre, c'est aussi la vie de troupe. T'as un peu moins ça dans le clown parce qu'il y a beaucoup de solistes, mais quand même, t'as une équipe autour de toi, la régie, la prod ou autre. Mais quand même, il y a la troupe de théâtre, Ouais. quoi. Et puis tu vis des choses ensemble. Ah ouais. Tu sais comment tu vis des expériences avec, par rapport aux ados. Et c'est comment on se construit ensemble, en fait. Et pas tout seul. Et pas tout le seul, développement ouais. personnel. En vous entendant, ce qui me vient, c'est tout le temps passé à rire et à parler, et des nuits entières, Ouais. et sans forcément chercher à ne pas dormir, mais à être tenu par Ouais. quelque chose qui fait qu'on ne dort pas, on se parle pendant des heures, et d'avoir des conflits autour de ça, finalement, avec les parents. Raccroche, t'as encore parlé, qui est-ce que tu fréquentes, etc. Comment ça résonne, ces questions-là? Est-ce qu'il y avait des conflits pour vous? Est-ce que... Moi, je me souviens d'un truc où j'avais trouvé mes parents étaient très injustes. Maintenant que je suis parent moi-même, je comprends Ouais. ce qui s'est passé. C'est juste que si je l'ai trouvé injuste à ce moment-là, que c'était pas un bon endroit. Donc, c'est que en seconde, j'ai commencé à m'émanciper un peu de mes parents, enfin tout ça, en seconde, puisqu'en seconde j'ai fait une sorte de classe théâtre et on faisait une comédie musicale. Donc on jouait 2 soirs par semaine. Et dans la troupe, il y avait des gens plus âgés que moi. Donc j'ai commencé à sortir. Et voilà. Et c'était vraiment hyper joyeux et très positif, quoi. Mais mes parents ne connaissaient pas forcément tous ces gens-là. Et donc, ils m'avaient laissé sortir à plein de moments dans l'année. Donc, ils m'avaient... Parce qu'en tant que parent, je me pose toujours la question de comment je laisse de la place et je laisse la liberté aux enfants et comment, à des moments, je remets du cadre. Et je trouve que cette question-là, en tant que parent, elle est super délicate. De être présent, lâcher la grappe, pas trop serré, voilà. Donc, je pense moi, quand j'étais en seconde, ça a été, à mon avis, coucou papa, maman, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé, mais j'imagine que ça a été un enjeu pour eux. Et donc là, voilà, par les activités que j'avais, j'explosais le cadre. Et j'ai eu de la liberté en seconde, vraiment, c'était ma meilleure vie, quoi. Et la soirée, la dernière soirée de la troupe, c'était la dernière de la pièce. Donc c'était la toute dernière fois. Il y a une soirée qui s'organise, un peu improvisée, et on y va. Et donc j'appelle à la cabine téléphonique à l'époque, je suis une vieille dame, mais c'est faux, enfin, je ne suis pas toute jeune, bref. Et donc j'appelle mes parents, et là qui me disent non. Et je dis mais attendez, c'est la dernière soirée, c'est pas possible. Et là ils me posent vraiment un truc d'autorité, ambiance, c'est non, on vient te chercher, il n'y aura pas d'alternative. Et alors là, c'était pour moi l'injustice totale, quoi. Donc je pense qu'eux, ils ont dû trouver ça utile à ce moment-là, de dire il faut lui mettre du cadre et tout. Mais en fait, à ce moment-là, c'était juste un déchirement parce qu'en tant que moi adolescente, j'avais juste besoin de clore cette année-là, qu'en fait j'étais en responsabilité. Les gens autour de moi, ils étaient OK. Enfin, il peut toujours se passer des choses, mais je faisais pas du tout n'importe quoi. Mais c'est le décalage à un moment donné qui s'opère entre le parent et l'ado, et comment les parents ont accès à ça, j'en sais rien. Et voilà, c'était un endroit d'injustice. Mais moi, je sais pas, ça me fait penser à ça. Ouais, mais ça résonne. C'est cet aspect où à la fois on a plus de liberté et en même temps, comment est-ce qu'ils tiennent et cette autorité qui arrive. Parfois arbitraire, parfois on comprend, parfois pas. Parfois on comprend aussi après avec le temps. Moi, je trouve que c'est assez chouette d'en parler comme ça. C'est de dire, finalement, pour la jeune fille que j'étais en train de devenir, ça n'avait pas de sens, quoi, de décrire les choses comme ça. Et pour toi ? Moi, j'ai souvenir de beaucoup de liberté. Après, vraiment, je faisais pas de bêtises. J'avais plus ou moins les mêmes amis depuis longtemps. Encore une fois, on faisait de la danse, du théâtre, du poney. Voilà. Je l'ai placé. Non, mais enfin bon, je faisais vraiment pas beaucoup de conneries. J'étais pas hyper douée à l'école, mais ça allait quand même, ça passait. Enfin, je veux dire, je suscitais pas beaucoup de crainte, quoi. Donc c'était assez la liberté quand même. Et je repense à un truc, mais c'est en association d'idées avec ce qu'on a dit tout à l'heure, comment on se sort de la honte et par l'autre et tout. Et j'ai pensé à un truc, je fais une anecdote. Et quand j'étais ado, genre 6e, 5e, je sais plus trop, je suis allée en colo poney. Je ne voulais pas y aller, mes parents m'ont obligée à y aller et je comprends.
Je l'ai vécu comme une injustice de devoir y aller, mais c'était très bien que j'y aille. Et c'était au même moment où mes seins commençaient à pousser. Et ma mère m'avait parlé de m'acheter des soutiens-gorge. J'avais dit non complètement, c'est hors de question. Je ne porterai pas cette chose-là, en pensant qu'en en portant, ils allaient continuer de pousser. En n'en portant pas, ils allaient s'arrêter. Car je n'en voulais pas. Je voulais rester je voulais rester un garçon quelque part. Donc je pense que ça, de penser aussi que de rester plate et de rester avec un physique d'enfant en dit long aussi sur le rapport des femmes et des filles à leur corps, c'est-à-dire qu'avoir un corps de femme n'est pas spécialement valorisé. Je pense qu'il y avait un peu de ça inconsciemment là-dedans, peut-être. Et bref, je vais en colo et une fille plus grande se moque de moi parce que on voit mes seins qui pointent ou je sais pas, là, elle se moque de moi. Donc déjà, là, il y a la honte qui vient de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que moi, toute seule, visiblement, je n'ai pas de problème avec ça, mais une tierce personne me fait une remarque là-dessus, alors ça y est, j'ai honte de mon corps, alors que lui et moi, jusque-là, ça allait. Donc il y a cette première étape, et une copine que je m'étais fait sur place m'a proposé pour la boum de fin de colo de me prêter une brassière. Et là il y avait, dans cette anecdote, j'avais jamais conscientisé comme ça, mais évidemment que ce spectacle de la honte nous fait faire des chemins. Il y avait vraiment la honte à cause d'une personne et une autre copine qui vient m'apporter une solution. Et je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que ça venait d'une fille de mon âge plutôt que de ma mère? Est-ce que parce que j'avais une solution qu'on m'offrait là? Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toute contente de porter ça. Et j'ai appelé ma mère pour lui dire, et j'étais toute contente d'avoir ça. Et après, plus tard, j'ai bien voulu que ma mère m'offre des brassières. Et je me souviens d'une brassière type truc de sport, qui était celle qui tenait le mieux. Et je n'en voulais pas parce que c'était moche, ça faisait masculin. Et j'en avais d'autres qui faisaient plus soutien-gorge, plus féminin, on va dire. Et je voulais bien les porter alors qu'elles remontaient. Allez, c'est parti, je raconte. Elle ne tenait pas et elle remontait. Donc ça ne servait à rien. Je passais ma journée à essayer de descendre le truc. Et donc c'était nul, mais ça faisait plus fille. Donc ça faisait mieux de porter ça. C'est pareil. Comment tout ça, on dit long sur notre rapport au corps, à l'image qu'on veut renvoyer, qu'on renvoie. Puis certainement que tout ça ne se voyait pas. J'espère, j'en sais rien. Mais toute cette popote interne, tous ces nœuds qu'on se fait au cerveau, quoi. Mais je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est savoureux. Cette idée que si tu portes ça, ça va faire venir ça, ou sinon, si tu le fais pas, ça va pas faire venir ça. Ça me fait vraiment penser à toutes les théories infantiles et d'adolescents qu'on a, qui viennent finalement expliquer pour soi-même comment est-ce que les choses changent, les corps bougent. Tiens, si je traverse au feu rouge, il va me rappeler. Tiens, si je dis ça, eh ben, elle va me pardonner. Enfin, toutes ces petites théories que l'on se raconte. Les pensées magiques. Là. Et les pensées magiques, bien sûr. Mais au fond, tout ce qui fait qu'on va pouvoir se soutenir dans des moments où on ne comprend rien, en fait. On se faisait, moi je me souviens, une copine, on se faisait des scénarios imaginaires. C'est-à-dire, vous vous souvenez, quand on était ado, il y a le truc des scénarios. Après, moi j'ai arrêté ça, j'ai du mal même à me souvenir, mais il y avait toute une période du scénario. Donc avec, je sais pas, avec le garçon ou la fille que tu as envie de... Voilà, tu t'imagines, et là il va faire ci, il va faire ça, et après, tous les trucs de projection. Et j'avais une pote, vraiment, en cadeau, elle nous faisait les scénarios. Donc elle savait le crush qu'on avait ou quoi, et elle écrivait tout le récit, et elle nous livrait vraiment le scénar. C'est excellent. C'est beau en amitié, je trouve. Ouais. C'est que c'est ton ami qui va vraiment te faire ton scénar. Bon, c'est encore plus douloureux quand ça n'arrive pas. Parce que vraiment là, tu t'es bien projeté. Mais il y a ça, il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui est gardien de ton désir et de ce que tu en as vécu. Mais c'est aussi le moment où tu débriefes. Tu débriefes. Tu analyses, tu essaies de comprendre. Et c'est vrai j'aimerais rebondir sur deux choses. Oui. La première, ça me refait penser à cette chose-là, en fait, dont tu parlais sur la transition, qui est qu'en fait, il y a quelque chose quand même d'inacceptable du fait qu'on est complètement passif de tout ça. C'est que on n'a pas choisi, et quoi qu'il arrive, on voulait rester un enfant non sexué, non genré en tout cas. Et en fait, ça va se voir. Donc comment aussi on lâche prise, on accepte quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc je trouve que d'un point de vue métaphysique, c'est assez profond. Et on se le charrie en vrai toute sa vie et pas juste à l'adolescence. Mais pas juste à l'adolescence. C'est aussi la question du corps vieillissant, de tout ça. Que je mets en lien évidemment avec le théâtre parce qu'on doit faire ça à chaque seconde, parce que le spectacle ne se passe jamais comme on a prévu. Et donc c'est comment on chérit l'accident et on essaie
de rendre de rendre l'instant présent un moment d'éternité, parce que sinon, on sait que ça finit. Pardon, je parle dans plusieurs sujets, mais il y a ça. Et un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est pas du tout construit, désolée pour votre podcast. Par rapport à ce que tu disais, Léa, et ce qu'on disait sur la question aussi, parce qu'on voit que la question de la honte, on en parle nous comme pas mal aussi de l'endroit où on est, qui est de 2 femmes. Et c'est pas que un hasard. On a rencontré, grâce au spectacle, 2 autres femmes qui ont écrit un livre qui s'appelle La fabrique de la honte et qui analysent dans leur livre comment la honte est aussi... Il y a aussi une question de genre sur la question de la honte, puisque en tant que femme, il y a beaucoup de honte qui sont intériorisées, liées au fait qu'on est une femme. Absolument. Et voilà, ça s'appelle La fabrique de la honte et c'est assez intéressant. Voilà, en ressources pour ceux qui veulent creuser. Et c'est extrêmement précieux parce que travailler autour de ces questions-là, ça demande aussi de s'introspecter et d'aller regarder des endroits qu'on ne veut pas regarder. Et c'est en ça que votre spectacle est précieux, que ce livre-là et ces 2 auteurs, vous me rappelez leur nom ? Anne de Montarlot et Elisabeth Kadosh. Pour la fabrique de la pour la fabrique de la honte. Le lien sera quelque part. Et on l'a acheté en plusieurs exemplaires. Elles vous ont dédicacé les livres ? Non, parce qu'on ne l'avait pas ce jour-là. Mais elles ont adoré le spectacle. Et la conversation avec elles était super. Elles étaient très drôles, très sympas, très chaleureuses. Ce qui ne m'étonne pas. Mais du coup, je voulais effectivement remettre ça un peu à l'honneur. C'est combien toutes ces questions de relation à l'autre, d'intimité, de sexualité, de présentation, de rencontre, c'est au cœur de l'adolescence que ça se noue peut-être et elle va s'aimer tout au long de sa vie. J'ai adoré que ce soit 2 femmes qui soient sur scène et que vous incarnez des aspects complètement variés de cet espace-là que d'être femme, et parfois pas du tout. C'est un être. Et ça aussi, j'ai aimé ça. Et je trouve que ça peut offrir des ressources aux parents, ça peut offrir des ressources aux ados, parce que ça nous rappelle, en fait, ce qu'on a traversé, et qui parfois est déjà intégré, déjà sédimenté. On ne s'en souvient pas parce que c'est fait. Quelque chose est fait de cette période où tout est en chantier, où tout est catastrophique d'une certaine façon, parce que c'est pas comme on voulait, et on n'a pas encore la souplesse de voir qu'on a le recul du temps, que le temps passe, et que finalement un certain nombre de choses s'apaisent. Là, c'est l'occasion de retrouver et de retoucher combien on peut être défait par une situation, par une idée, par une image, par une rencontre, et que quelque chose finalement y survit. Donc la fabrique de la honte, oui, et la honte sur scène aussi. Je sais que vous allez repasser. Là, vous êtes en train, au moment où on enregistre, de préparer une situation dans le sud de la France. Il y a des gens qui font ça, non ? Comment ça s'appelle cette chose ? De gros festivals. Le festival d'Avignon, on sera à Avignon au Théâtre des Béliers tous les soirs à 20h50, sauf le mercredi, mais... Quand vous entendrez ce message, nous avons déjà fait cette exploitation, donc c'est intéressant. Donc là, il y a des projets. Mais oui, mais en tout cas, quand vous écouterez ce podcast, on se préparera à une autre série de représentations qui aura lieu au théâtre La Reine Blanche à partir du 17 octobre. Et voilà, notre but, de toute façon, c'est qu'il y ait un maximum de spectateurs, donc il faut qu'on fasse union avec un maximum d'adolescents et d'anciens adolescents. D'anciens ados. Oui. C'est vraiment comme une messe. Hein. On se rassemble, on s'unit. C'est une cérémonie. C'est une cérémonie. C'est une cérémonie à visée cathartique et universelle. Et qu'est-ce que vous aviez, vous, comme référence C'était quoi si je voulais faire plaisir à Élise, qu'est-ce que je lui offrais comme groupe, comme musique, comme film Il vous en reste quelque chose de ça ? Oui. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? C'est la honte ou quoi ? Ah non, pas du tout. Moi, j'étais une grande fan en film. J'étais une fanatique d'un film qui s'appelle Arizona Dream, de Mirko Kusturica. Je ne saurais pas l'analyser ni l'expliquer. Enfin, c'est la présence de Johnny Depp. Oui. Johnny Depp, et j'en ai un peu honte là. Actuellement, qu'est-ce qu'on en pense de Johnny Depp ? C'est pas de ta faute. Mais à l'époque, Johnny Depp était au top. Et donc Arizona Dream était vraiment un film tragique et poétique qui me bouleversait, que j'ai dû voir 50 fois. Enfin, je regardais à épisodes réguliers.
globalement, du coup, ça allait avec la musique, tout ce qui était musique des Balkans, Goran Bregovic, etc. Ugly Kid Joe, Nirvana. Lhasa. Ah oui. Ouais, Lhasa. Pareil, d'un côté très tragique. Avec On entend la pluie, tout ça. Et très passionné. Voilà, je dirais que c'était... Ces références-là que tu avais. Ouais, pas mal, ouais. Et pour toi, Léa? Un film, Bridget Jones. Enfin, j'aurais pu en dire 1000, mais le premier qui me vient, c'est Bridget Jones. C'était mon premier prof d'impro qui m'avait prêté ce DVD en me disant « ça pourrait te plaire ». En y repensant, je me suis dit que c'était un peu tôt, mais enfin, je sais pas, je l'ai regardé en boucle. Cette héroïne, et ce qui est dramatique, hein, ça raconte aussi encore une fois, ça parle de l'image du corps des femmes, etc. Cette personne qui doit faire a priori un 38-40 était considérée comme grosse, et son gros enjeu c'était de mincir et de trouver un mec. Enfin, c'est pas juste le mec, c'est le prince charmant. Et donc elle était malheureuse, célibataire, etc. Et enfin, je sais pas, de se reconnaître en cette héroïne un peu... qui fait des boulettes, qui a une super bande d'amis, qui enchaîne les histoires d'amour et ça se termine de manière catastrophique. Enfin, elle était drôle cette héroïne. Donc voilà, elle m'a beaucoup marquée. Encore aujourd'hui, je peux regarder ce film avec grand plaisir en me détachant du côté elle est grosse. Moi, je pourrais dire, oui, je pourrais remercier mes parents de toujours avoir dit qu'ils nous accompagnaient sur ce chemin. Ils nous ont fait venir au monde et ensuite ils nous donnaient la main sur notre propre chemin. Je voyais bien avec leurs propres contradictions, leurs propres craintes, etc. Et ça rejoint ce que tu dis. Mais ils nous ont toujours dit qu'il n'y avait pas de saut métier, qu'on ferait le métier qu'on allait vouloir faire. Ils m'ont toujours assez tôt, dès que j'ai commencé le théâtre, j'ai dit que je voulais être comédienne et c'était ok, c'était un métier que de faire celui-là. Quel parcours on peut faire pour ça? De m'emmener à des cours de théâtre, d'impro, de danse, avant même de vouloir faire ce métier, de nous avoir emmenés voir des spectacles, des festivals et de comprendre en fait, comme tu disais tout à l'heure, quand on va dans les familles des autres, de voir que c'est pas partout pareil et je chéris le métier que je fais aujourd'hui et je leur dois en partie parce qu'ils m'ont dit que c'était possible et d'avoir cultivé ce truc-là, tu feras un métier que tu veux. Idéalement, c'est bien si t'as pas un patron trop contraignant au-dessus de toi, quelqu'un qui se sert de toi, qui te donne des ordres. Et c'est pas hyper important d'être patron. C'est pas hyper important de donner des ordres et d'être premier. C'est bien de pas être dernier, c'est bien de pas être premier, quoi. En gros. Je vous laisse deviner de quel bord politique sont mes parents. Mais en tout cas, de chérir ça, je pense que c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Bon, un grand merci pour ce partage. Et j'ai envie de vous écouter encore longtemps. Et en même temps, je sens que là, on vient de faire un petit chemin ensemble. Un grand merci. Merci à toi, Vanessa. Et merci aux portes qui claquent. Oui. Ah, c'est une ref aux ados. Mais bien sûr, les portes qui claquent, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, c'est une ref aux ados, une ref et au théâtre, dernièrement. Mais moi, j'avais le théâtre au départ, mais là ça vient de... Paf. Super. Merci beaucoup.